je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé en cours de route. Super, bienvenue à tout le monde. Euh, eh ben, moi, ça me soulève beaucoup de questions, mais peut-être que quelqu'un veut prendre la parole, parce que la présentation a été rapide. Vas-y. Oui, moi je viens demander à Lucie, je n'ai pas bien compris dans la section 1, le premier bullet, race et espace. C'est un faux ami, race, ou bien c'est vraiment au sens de la race, ou qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je ne vois pas Lucie. Ah oui, mais elle est à gauche. Merci. Et c'est quelque chose de bien faire une clarification parce que c'est pas un faux ami. Race et le racisme et tout, je dirais, tous les enjeux au sujet d'ethnicité sont là. Et il faut parler de ça. Et il y a en ce moment, on parle beaucoup des choses de décolonisation de nos pédagogies. Et c'est plus que juste de trouver des nouveaux bouquins. C'est quelque chose que mes collègues Yasmina et Catalina ont travaillé beaucoup sur ce sujet. Et ils ont une publication qui s'appelle exactement ça, Race and Space. Et j'ai changé un peu ce qu'il y avait dans le slide quand ça a été traduit juste comme ça, parce que race, ça veut dire course. Non, c'est vraiment les sujets de race et racisme et des choses de ça, et comment il faut parler de ça avec nos étudiants et comment faire ça, parce que de temps en temps, les enseignants ont peur. Comment parler de ça? Et l'intervention sur ce chapitre et expliquer comment faire ça et l'importance de ça et les défis en faisant ça, parce que de temps en temps, il y a des questions de l'institution qui ne veut pas parler de ça pour des raisons de, je ne sais pas, peut-être un peu de honte d'avoir eu des problèmes au sujet de race, mais l'engagement avec réviser des programmes des études et certainement y inclut le sujet de race. C'est assez que j'ai parlé, Bruno, que j'ai dit? Oui, oui. Enfin, je suppose que race veut dire plutôt les aspects culturels, ou pas forcément la race au sens propre. Mais oui, oui, c'est interpellant. Enfin, on ne va pas monopoliser le Parce qu'il y a des espaces dans notre cité qui ont été très exclusionnaires, quoi. Et Ouais. c'est très culturel. Dominique. Oui, oui, je voulais souligner ça aussi. Enfin, je l'ai pas dit, mais Dunkerque, c'est une ville industrielle portuaire, et effectivement, il y a beaucoup de migrants, et cette situation des quartiers d'habitat social racisés, elle est très claire et vécue comme une exclusion, et c'est quelque chose en plus comment dirais-je, provoque réellement des luttes urbaines. Enfin, on vient de le vivre en France avec la mort je ne sais plus son prénom, mais et toutes les violences derrière qui s'en sont suivies. C'est vécu comme une exclusion très forte, en fait, hein, dans les quartiers, c'est clair. Et comme un combat, et les opérations de renouvellement urbain qui ont lieu et qui permettent de reloger, enfin de déloger, d'abord de démolir, mais de déloger et de dispatcher les populations, c'est très clairement aussi sur des questions qui rejoignent des enjeux enfin, de racisme également, quoi, hein. Vécu comme tel, en tout cas. Je ne sais pas, Claire, tu voudrais dire quelque chose là-dessus ou pas trop? Non. Bruno, tu avais une question ou une remarque?
Non, sauf celle que j'ai C'est déjà vocabulaire. qu'un territoire Europe, donc C'est que je Ah, sache. attendez, parce qu'on a deux Bruno. Alors, je suis ah oui, désolé, pardon. mais je parlais à Bruno Ferracci qui avait levé la main. Voilà, c'est pour ça que je Excusez. lui donnais Ah, la c'est un parole. prénom bien porté alors. Ouais, c'est Oui, un tout très à beau fait, tout prénom. à fait. Quel que soit le pays d'ailleurs, puisqu'on parle de race. Et moi, j'avais compris que les scientifiques s'accordaient aujourd'hui pour dire qu'il y a une espèce humaine qui est une seule race. Et qu'à l'intérieur de cette espèce, il y a peut-être des ethnies, mais il n'y a pas de race. Et que le racisme, justement, c'est dire l'espèce humaine est composée de races différentes. D'accord ? Donc il faut faire très attention avec les mots. C'est comme, enfin, moi, il y en a plusieurs qui m'ont gêné dans cet exposé. Alors, j'ai d'abord une question, donc je vais faire un peu de vocabulaire. J'ai une question, c'est quoi la différence entre co-construire et construire ensemble, à la différence près que le deuxième est assez élégant, tandis que le premier est lourd et il est redondant, puisque co et construire, c'est co et con, c'est le même préfixe. D'accord ? C'est comme si on disait con-construire. Alors, ça fait un peu con-con, effectivement, donc on dit co-construire. Mais ça ne veut rien dire. Construire ensemble, ça peut avoir un sens. Voilà. Et puis, il y a un moment, on parle de questions ethno-raciales de classe. Alors, moi, j'ai besoin d'une explication de texte, là. Donc, ça m'en fait deux. Quelle est la différence entre co-construire et construire? Et qu'est-ce que c'est que des questions ethno-raciales de classe? Enfin, il faut faire très attention avec le vocabulaire. Et moi, quand je vois des mots comme ça, je suis très gêné. Je me dis, mais ils parlent de quoi? Ils ont quoi derrière la tête? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Il faut être précis. Voilà, et c'est pas précis. Alors, je vais tenter de répondre, puisque là, c'est vraiment du vocabulaire français. Donc, on se... Donc, ben, tu as raison, co-construire et construire ensemble, je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux sans doute dire construire ensemble, c'est plus élégant que co-construire, puisque c'est... Tu as raison, Mais pourquoi mettre les deux mots côte à côte, quoi? Ça veut dire qu'ils ont un sens différent. Je dirais que c'est vrai que la démarche, je l'ai peut-être pas suffisamment expliqué dans l'exposé. La démarche du collectif là sur Dunkerque, c'est vraiment de faire des chantiers. En fait, ça passe par un travail en chantier ensemble. C'est comme ça que, en passant de l'ordre d'une semaine par mois, ou ça dépend des projets en fait, hein, mais ou 15 jours sur un chantier, c'est le temps de chantier ensemble qui fait que les gens se comprennent au bout d'un certain temps, même si on travaille ensemble avec des personnes handicapées profondes. Hein. Mais effectivement, la participation à un projet concret ensemble, eh bien, fait que on finit par percevoir et par entendre les mêmes choses, ce qui est pas le cas quand on reste uniquement sur le plan du langage, évidemment. Et donc, la question des langages se pose quand, quand on se trouve ensemble dans les mitoyens commanditaires. Je reprends le terme du groupe qui compose la gouvernance sur les projets. Donc ça, c'est vraiment le point, je dirais le point de départ en fait, vraiment. Et du coup, je dirais que y compris, enfin que chacun doit pouvoir retrouver sa valeur et sa capacité à travers le faire ensemble. Et la réalisation qui devient collective permet à chacun d'y retrouver une valeur et une valeur partagée. Donc, je ne sais pas comment il faut l'écrire. Enfin, si, il faut sûrement pas faire la lourdeur, la faute de lourdeur que tu indiques, mais néanmoins, ça correspond à cette réalité-là. C'est une faute de sens. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire pour construire. Je suis désolé. Oui. Bruno, excuse-moi, j'ai vérifié parce que j'étais très surpris. C'est un vocabulaire que j'utilise beaucoup. Donc, excuse-moi, j'ai vérifié l'étymologie. Et l'étymologie de construire, c'est pas le co du avec latin. C'est autre chose, c'est construire. Bah, je viens de le vérifier sur Internet. Construire. Les Français. Ah bon, d'accord. Non, mais Bon. Voilà. Je vous propose de faire alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi, bientôt. C'est mettre ensemble. J'ai plus le sens de struire exactement. Je crois que c'est bâtir ensemble. Bruno et Emmanuel, je vous charge de faire le. Peu importe. Il faut faire attention parce que il y a comme ça des mots à la mode qui veulent
pas dire grand-chose et donc il faut réfléchir un peu avant de les employer. C'est tout. J'arrête Bruno, là. Emmanuel, je souhaiterais que le prochain rendez-vous, vous le preniez en charge sur le thème du vocabulaire de l'urbanisme. Ça serait quand même génial. Et je pense que ça serait vraiment nécessaire pour le coup. Si ça vous branche, on y va. Il y a Claire qui voulait intervenir également. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ok. Je peux revenir sur le thème, le terme co-construire et construire ensemble. J'ai fait partie, j'ai été présidente d'un conseil citoyen et pour nous vendre l'idée de participer ou de faire naître un conseil citoyen dans un quartier qui se trouvait en début de renouvellement urbain, la loi de 2015 nous demandait, nous habitants du quartier, de construire une association ou un groupe d'habitants collectifs chapeauté par l'institution ou en tant qu'association indépendante. Et cette notion de création de conseil citoyen nous a, sur le texte de loi, il était écrit co-construire avec les institutions bailleurs sociaux et les institutions politiques de la ville. Donc, co-construire, à l'époque, en 2016, je me suis dit, mais oui, on est pris à partie sur cette construction de notre nouveau quartier, que ce soit en passant par la déconstruction, mais aussi par la création d'un nouveau quartier. Et aujourd'hui, la notion de construire ensemble, je le perçois totalement différemment, parce que dans construire ensemble, on est vraiment sur un niveau d'égalité, que ce soit dans la prise de décision, et dans la faisabilité et même dans la continuité du projet. Et le terme co-construire, à l'époque, en 2016, c'est aujourd'hui et que ça me questionne, le terme co-construire, aujourd'hui, je reviens là-dessus et je perçois ce mot co-construire comme étant juste faire partie d'eux sans avoir de décision à prendre, sans forcément être à égalité avec les autres groupes qui en font partie. Ouais. Donc, c'est juste à titre informatif que d'être dans un groupe qui co-construit et construire ensemble, c'est vraiment en faire partie. Enfin, pour moi, je vous remercie d'avoir mis le vocabulaire en place. Intéressant. Et si j'ai bien compris, c'est vous qui avez inventé la notion de mitoyen commanditaire. Oui. Ah, oui. Celui-là, on va l'ajouter au glossaire. Hein. Il est pas mal. Ouais. Elle est très intéressante. Ouais. Parce que le problème, c'est pas de co-construire, c'est de coproduire. Ouais. Voilà. Oui. Bien sûr. Et il s'agit bien, c'est de participer à la commande. D'accord. Oui. J'aime bien cette notion de citoyen commanditaire, c'est ça. Et l'objectif, il est là dans la participation, c'est de faire que la commande, elle ne soit pas passée par des grands chefs, mais qu'elle soit collective. Et donc, moi, je préfère au terme de co-construire celui de coproduire. Oui, moi aussi. Voilà. Merci. Et en plus, il y a une notion de financement, hein, comme dans le cinéma. Oui. Tout à fait, le producteur, c'est celui qui a gros cigare et qui met les pognons. Et ben, le problème, c'est d'être coproducteur, parce que de toute façon, c'est nous qui payons par nos impôts, par nos loyers. D'accord. Donc voilà, à partir du moment où on paye, on doit pouvoir participer à la décision et à la commande. Donc, moi, autant construire, ça me gêne beaucoup, autant mitoyen commanditaire, je trouve que c'est une très belle expression. Ah oui, bravo. Je voudrais revenir un petit peu sur les modalités de la coproduction ou co-construction. Donc, qui n'est pas clair, c'est parce que je ne me suis pas assez renseigné, sans doute, notamment dans l'expérience de Fab Lab, c'est la différence avec ce qu'on fait ici à Bruxelles et qu'on appelle les contrats de quartier. Alors, les contrats de quartier, c'est tout à fait transversal, c'est-à-dire que c'est bien de l'argent public, donc il y a bien la puissance publique qui est à la manœuvre aussi, hein, d'où vos discussions sur co-construction, coproduction. Mais le principe, c'est d'associer la population, je dirais, à la définition du projet et même après à la construction du projet, à la construction au sens vraiment physique et premier du terme, donc avec des formations aux gens au métier du bâtiment, au métier de l'assistance sociale, etc., etc. Et en fait, le but de ça, c'est que les gens s'approprient leur quartier, s'approprient ce qu'ils ont fait. Et donc, je remarque, j'ai l'impression quand même que, alors que, par exemple, à Bruxelles, bon, c'est la ville la plus cosmopolite du monde, comme vous savez, hein, je veux dire, Lucie le sait bien, je crois qu'il reste 25% de Belges de souche à Bruxelles. Nous avons des quartiers donc extrêmement métissés, mais nous n'avons pas ce genre de, enfin, jusqu'à présent, touchons du bois, je veux dire, on n'a pas ce genre d'émeute comme on voit
comme on voit en France. Et donc, je me demande si ce système qui fait que les gens construisent vraiment au sens propre, et je crois que c'est l'idée de Fab Lab, leur environnement, évidemment, après, on a envie de protéger ou de défendre ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a une approche de psychologie là qui est intéressante. Mais la différence, je crois, c'est que les pouvoirs publics ici sont évidemment tout à fait impliqués aussi, avec des financements d'ailleurs qui sont assez conséquents. Hein. J'ai l'impression qu'on bricole, c'est pas du tout péjoratif, mais je veux dire qu'au niveau budgétaire, il y a plus de moyens, par exemple ici, que dans un projet comme Fab Lab, comme les papillons blancs. Très bien, merci pour ce beau témoignage du côté de chez vous. Emmanuel, tu as fait une remarque? Oui, moi je veux d'abord merci de ces présentations. Merci Dominique. Enfin, on en avait déjà parlé, mais j'avais jamais eu cette présentation aussi claire. On connaît tous les écueils de la participation, hein, donc je ne vais pas en reparler là. Par contre, je voudrais juste que tu nous dises qu'est-ce que tu as rencontré comme réussite concrètement, à quoi ça a servi, qu'est-ce qui a été bénéfique, et puis à l'opposé, en miroir, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les écueils. Je trouve que c'est une expérience intéressante pour nous tous, en termes de coproduction, co-réalisation, co-conception, je sais pas quoi. En termes de quoi. Ouais. Ben, ce que je trouve, ce qui marche formidablement, et encore une fois, je demanderai à Claire de me corriger si je dis des bêtises, mais c'est effectivement grâce à l'intervention d'artistes qu'il y a un vrai travail de médiation et de création partagée. Ça, je dois dire que c'est assez spectaculaire. Enfin, je pense particulièrement là au théâtre de Verdure qui a été réalisé par l'équipe de CIR. Donc à la fois ils sont venus sur place, ils ont fait le chantier avec tout le monde, et maintenant le lieu est complètement approprié par toutes sortes de personnes, et bien sûr dans le cadre des fêtes qu'on réalise. Et donc je dirais que démarrer un projet par préparer un lieu pour faire les fêtes, je pense que c'est une très bonne, c'est très important, c'est essentiel en fait, hein, parce que il y a bien sûr le temps du chantier, et après il y a le temps de la fête aussi qui est une réelle possibilité de partage et d'échange. Après, j'avoue qu'on est dans une expérience avec beaucoup de gens très idéalistes et très engagés. Parce que ce soit le directeur du foyer d'accueil médicalisé, lui, il a été le premier directeur d'un foyer donc où se trouvent une quarantaine d'adultes qui sont handicapés profonds, hein, des autistes, etc. Donc des gens qui sont pratiquement pas sortis de leur centre, pour certains depuis 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Et donc lui, il a fait en sorte qu'ils soient considérés comme des citoyens normaux, et qu'ils ont eu le droit de vote, par exemple. Ça doit être une première en France, de faire qu'il y ait eu toute une discussion qui soit instaurée avec eux, et qu'un certain nombre d'entre eux ont pu aller voter. Donc voilà, c'est reconnaître la citoyenneté. Avec Territoire Europe, ce qu'on dit, c'est que la démocratie, c'est quelque chose de fragile, et qu'il faut préserver justement en étant très concrètement en action. Et j'allais dire que ce travail dans ce contexte avec des personnes handicapées, ça nous incite à aller encore plus loin, j'allais dire. Ouais. Si on arrive à faire de la démocratie, y compris avec des personnes handicapées, avec qui nous n'avons pas les uns et les autres l'habitude de discuter tous les jours, eh ben, c'est une forme de communication qui peut être encore plus universelle que ce qu'on dit aujourd'hui de manière relativement universelle. Après, dans les échecs, c'est un peu le point que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, ce qu'a vécu le collectif En Rue à Saint-Paul a été un échec, c'est clair, avec un collectif qui a explosé, parce que un contexte social très dur, hein, vous l'avez compris, et institutionnel, une situation d'abandon sur le plan institutionnel qui est réelle. Et donc,
certaines personnes au sein du collectif se sont appropriées les lieux et quelque part, du coup, le commun a explosé, quoi. Du jour où il y a une appropriation par une partie, et ben, le commun explose. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense, je dirais que c'est pas un échec dans la mesure où le collectif a continué derrière. Voilà. Mais il faut rester vigilant. Je pense que maintenant, la vigilance est de mise. C'est pour ça que c'est important que la puissance publique reste dans le processus, je pense. Ne fût-ce qu'une question d'arbitrage entre les différents groupes qui peuvent discuter. En l'occurrence, elle n'y est pas tellement. Elle est. Aujourd'hui, justement, le fait d'être entre acteurs et avec un partenaire privé, la collectivité reste présente, bien sûr, mais elle n'a plus le rôle d'arbitre qu'elle avait entièrement sur Saint-Paul-sur-Mer, par exemple, si je prends cet exemple-là. Alors, encore un tout petit mot, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et il faut parler à Lucie, parce que moi, je trouve que c'est la révolution. C'est la révolution au niveau de l'enseignement, hein, ce que fait Lucie. Je ne sais pas si vous le mesurez, mais c'est formidable. C'est très intéressant et en fait, vous avez parlé de ce qu'on a eu de cette expérience et on voit très clairement les puissances parce que inclure les gens, les personnes de différents groupes sociaux, c'est difficile quand même, mais quand il y a les changements politiques et tout est tout d'un coup changé, c'est très difficile, mais ce qui reste, ce sont les connaissances, les relations qui ont déjà battu, et c'est ça qu'on a pu faire des autres choses qu'on a fait, quoi. Et la confiance, les connaissances, les choses, ça, c'est important de remarquer les choses concrètes qu'on a fait, mais aussi les choses relationnelles, je dirais. Et c'est ça un peu que j'ai vu dire que les enseignants, les universités, tout ça est aussi changé en contact avec ces expériences. Et tu n'es pas perdu quand même, même si c'est très difficile, je sais. Oui, c'était, enfin, si j'ai une réaction à avoir là-dessus, c'était exactement ce que je me suis dit en vous écoutant. Il se trouve que j'enseigne à l'école des Ponts. Et en fait, les étudiants, enfin, moi j'ai 60 ans et je fais la ville. Pourquoi? On met 30 ans à faire la ville. Donc, c'est pas pour moi que je vais la faire. Dans 30 ans, je serai mort. Donc, en fait, quand les jeunes nous interpellent, parfois même un peu virulemment, c'est vachement bien parce que en fait, on est décalé quand on a mon âge par rapport aux attentes. Et donc, on apprend autant d'eux en fait, c'est un partage. C'est très étonnant, mais l'enseignement, ça devient un partage. Moi, j'ai trouvé. Voilà. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est la même expérience que celle que vous dites là, hein, mais un peu. Moi, j'avais une question pour Lucie. J'ai compris dans les 3 piliers de la pédagogie engagée. Le premier, c'était, vous êtes passé très vite, mais c'était l'influence extérieure avant même qu'on parle de questions d'urbanisme. Et est-ce que vous pouvez développer? Est-ce que c'est en fait, je dirais, le bagage général qu'ont les étudiants en tête avant d'arriver dans leur cursus d'urbanisme? Ou est-ce que vous parlez au contraire des habitants qui, quand ils vont se mettre ensemble pour coproduire donc leur quartier, ont déjà en tête peut-être un imaginaire? J'ai pas bien compris, si vous pouvez nous éclairer un peu. En attendant de lire le livre, bien évidemment. Merci. Et pour moi, peut-être qu'il faut traduire un peu plus, mais quand même. Ouais. Et merci pour la question. Et juste pour expliquer un peu plus la première section, la première chose, c'était des révisions des programmes d'études. C'est-à-dire que chaque année, on révise ce qu'on enseigne. C'est normal, quoi. Mais de faire ça dans une manière qui réfléchit ce qu'on a appris d'ailleurs.
Et ce Oui. qu'on a appris en faisant des choses comme, par exemple, il y a un chapitre sur la coproduction avec les chercheurs communautaires à Birmingham, en Angleterre. Et là, on peut réfléchir sur la méthode de rechercher avec la communauté, les gens du D'accord. quartier où on est, mais aussi ce qu'ils ont nous a emmené par des exemplaires qu'on peut utiliser dans notre enseignement, D'accord. tout ça. Et c'est Ah oui, pour ça il y a des autres, pardon, c'est ouais, non ouais. pas juste les cas comme celui de Dominique, tout ça, mais aussi on peut discuter avec les étudiants, on peut Oui. regarder ce qui se passe en la société générale en ce moment et on peut réfléchir plus. C'est ça qu'on va dire. Pardon. Non, mais c'est donc en fait, si je comprends bien, j'avais pas compris en fait dans le cercle. C'est que vous expliquez aux étudiants qu'effectivement ils doivent être tout le temps des éponges en fait de tout ce qui se passe en matière d'expérience urbaine, etc. Ensuite, vous leur donnez quelques éléments de méthodologie sur ce que j'ai compris être l'apprentissage actif, donc avec des acteurs urbains, multiplier les acteurs, etc. Et puis ensuite, vous leur dites, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller vers de la coproduction directe, hein, engagez-vous, allez sur le terrain, tout ça. Mais tout ça, en fait, vous le remettez à jour tous les ans. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est un peu ça. La conceptualisation, c'est Ouais. qu'il y a quelque chose qui se passe quand il faut réfléchir ce que c'est. Parce que ce livre, c'est juste un très petit mot D'accord. de quelque chose qui est très, très grand. Et par exemple, j'ai été à Lille et Bruxelles avec Dominique et avec Bruna, avec mes étudiants. Et après ça, on va parler avec eux ce qui s'est passé là, ce qu'on a vu et peut-être les étudiants ont plus à dire à moi après avoir été là aussi. Mais il y a et en fait cet livre nous avons donné un plus grand œuvre, un plus grand travail à faire parce qu'il y a plein des Oui. autres façons de faire les liens avec le monde en dehors de l'université qui nous enrichissent dans l'université et nos études, quoi. D'accord. Oui. Mais la question que je me posais, c'est dans la structuration de l'enseignement de l'urbanisme. Donc, effectivement, je comprends que on remplace un peu de la théorie par du terrain, du terrain, du terrain. Mais enfin, pour connaître un peu les étudiants, il y a aussi un risque de dispersion complète dans une panoplie d'exemples qui n'ont un peu ni queue ni tête, avec un peu des manques de repères. Donc, comment est-ce que vous arrivez à la ville, c'est quand même un sujet tellement vaste, à leur donner quelques points d'ancrage, de comparaison pour être quand même solides finalement dans leur métier après d'urbaniste et ne C'est pas très être comme des papillons là pour le coup. Oui, oui, Voilà. exactement ça. Et bon, je dirais, le chapitre que j'ai écrit avec Mike Racco, un de mes collègues à l'Université de Londres, il s'agit exactement de ça, parce que là, on discute le moyen de faire les connexions le plus vieux, c'est d'inviter quelqu'un de parler à nous dans la salle de classe, quoi. Et en étudiant ça un peu plus proche, on a dit que nous faisons des curation. Comment ça se dit en français? Curation? J'aurais dû voir. Curation, c'est-à-dire c'est à nous, les enseignants, de leur donner la forme de regarder ce qu'on dit les gens d'autres. On leur donne les racines conceptuelles. Oui. Mais c'est un sandpit, c'est quelque chose qui est sain, qui est, on peut faire des fautes sans rien briser, quoi. Et oui.
et c'est très important qu'ils ont cet espace de faire les explorations eux-mêmes et de regarder. Mais quand même, c'est pas suffisant qu'ils lisent. et à l'université, de dire ça, c'est un peu étonnant pour quelques d'entre nous. Mais je crois vraiment que c'est important qu'ils ont cette opportunité de rencontrer les réalités et de croître eux-mêmes leur propre capacité d'être critique. D'accord, très bien. Ouais, merci beaucoup. C'était une très bonne question pour moi. Donc Bruno premier, parce qu'il est arrivé en premier. Avait levé la main. Oui, Bruno premier, bon, ça fait quand même 10 ans que je n'enseigne plus, donc voilà, peut-être. Mais ce qui me frappe quand même, et je pense qu'il faut, ce qu'il faut vraiment introduire auprès des étudiants, c'est l'autre dimension, parce que le spatial, c'est très bien, mais le temporel, il y a vraiment un problème, je trouve, avec la génération actuelle, avec le temps. C'est-à-dire l'immédiateté, la surinformation, l'aménagement du territoire, etc., c'est quelque chose qui doit se voir sur le long terme. Ça a une profondeur. Je veux dire, il y a des raisons qui expliquent pourquoi la ville est comme ça. Il y a des raisons aussi, elle ne va pas se créer. Monsieur parlait de la ville qui doit se créer dans 30 ans, etc. Or, j'ai l'impression ici qu'on est quand même, et c'est très lié à la génération du smartphone et du zapping, on est comme ça dans une espèce de surinformation et d'immédiateté, en prenant pour des vérités révélées des trucs qui seront abandonnés demain ou dans quelques heures. Et voilà. Et donc, je crois que la profondeur du temps, la réflexion permet aux étudiants d'un peu s'abstraire de cette immédiateté, de ce zapping permanent, de cette surinformation. C'est important dans un système éducatif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et quand même, on leur présente, je dis on, le monde, la société, les technologies leur présentent un monde différent, un monde qui change. Et le chapitre au sujet de balado-diffusion, c'est très intéressant parce que là, il s'agissait des expériences pendant, comment ça se dit en français? Lockdown. Le confinement. Oui, voilà, pendant le confinement. Et ils ont utilisé un projet de développer les moyens d'enseigner avec le balado-diffusion pendant ce temps-là. Mais après, c'était évident que, exactement comme tu dis, il y a tant des informations et c'est très immédiat. Et comme ça, c'était très important de réviser un peu pour que les étudiants utilisent ça comme moyen de communiquer et non pas le centre de leurs enseignements. C'était plutôt on enseigne, on fait des recherches et ça, c'est un moyen de communiquer c'était utile pour ça et pour qu'il apprend commencer d'approprier les moyens de communication, commencer d'être la personne qui fait la recherche et qui disent aux autres et qu'ils ont des conflits avec. Et c'était plutôt enseigner les choses communicatives qu'urbain, quoi. Ouais, je comprends. Mais l'histoire, quand même, on ne peut pas échapper quand on voit le moment précisément maintenant. Et j'avais une petite question pour Claire. Peut-être vous pouvez à votre tour, nous expliquer un peu comment les mitoyens commanditaires, qu'est-ce que vous en retirez de façon large, quels sont vos succès, qu'est-ce que vous aimeriez développer en plus ou en moins. Enfin voilà, vous pouvez un peu nous dire comment vous avancez. Aujourd'hui, c'est dur parce que j'ai pas écrit à ce sujet.
J'ai besoin d'écrire pour pouvoir faire révéler aux autres ce que ça m'apporte. Alors, Ouais. individuellement, mais aussi quand je suis dans le collectif. Ouais. Donc, ce que Dominique a dit, j'en ai pris note aussi. C'est intéressant de savoir que je ne suis pas seule et qu'il y a les artistes. Grâce à la médiation culturelle et la médiation pour favoriser la communication et nous permettre d'avoir un vocabulaire commun. Donc ça aussi, c'est efficace que de se créer en groupe et de se sentir faire partie d'un groupe. Oui. Ensuite, le point bénéfique aussi de faire partie des mitoyens commanditaires sur le projet Fab Lab, c'est que je fais partie de la création, je participe à la création partagée. Oui. Et ensuite, comme Dominique dit aussi, il y a un retour sur les effets positifs. Non, Mais concrètement, vous arrivez à formuler des demandes, à changer les plans initiaux, à proposer, je sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, mais je sais pas, des immeubles plus hauts, différents, avec une autre couleur, ou comment, sur le projet Fab Lab Effet Papillon, il n'est pas forcément question d'envisager de rajouter un étage à un immeuble Ouais. d'habitation du foyer de vie des personnes en situation de handicap. Ouais. Le projet, il a débuté aussi, et j'avais les pieds dans le quartier qui est en renouvellement urbain juste à côté. D'accord. Et ce quartier en renouvellement urbain, ça veut dire que j'ai vécu dedans, au rez-de-chaussée d'une tour de 8 étages, et faisant partie du conseil citoyen, je ne me suis pas approprié le renouvellement urbain. Ah, ok. Je co-construis avec les institutions publiques, mais en tant qu'habitante, je n'ai pas reçu les informations satisfaisantes D'accord. pour m'imaginer dans un avenir dans ce quartier renouvelé ou reconstruit. D'accord. Et donc, je diverse à chaque fois. Et donc, le point, ce que ça m'apporte de faire partie du projet Fab Lab Effet Papillon, c'est de partager avec les artistes Oui. Dominique le dit beaucoup mieux que moi. Moi, à titre personnel, j'interviens à titre personnel, j'interviens pas à titre collectif. Malheureusement, c'est ce que je n'arrive pas, moi, personnellement, j'arrive pas à m'inclure ou forcément à me dégager, moi, Claire Marquand, dans un projet collectif. Alors, ce n'est que personnel. Maintenant, les urbanistes sont là pour ça et les artistes aussi. D'accord. Mais est-ce que vous avez, du fait du collectif, quand même le sentiment d'être davantage écouté, puisque au début vous vous reconnaissiez pas dans le, voilà. Oui, avec donc beaucoup d'étonnement. C'est quand même la première force de l'expérience. Ben, c'est que dire qu'ensemble on est plus fort et tout seul c'est plus long. Oui. Et est-ce que du coup les urbanistes qui accompagnent à la fois vous-même, le collectif et les artistes, vous semblent être à la hauteur? Alors là, sur le projet Fab Lab Effet Papillon, Dominique est urbaniste, mais il n'y a pas forcément de buzz. Tu m'arrêtes, hein, Dominique, si je me trompe. Ouais. Mais au niveau d'une construction, ce que font les urbanistes, c'est forcément créer de l'habitat. C'est une question. Et quand moi, là, j'habitais dans un quartier en renouvellement urbain, des urbanistes sont intervenus. Les urbanistes de l'agence de la Gure. Ah. Non, de la Gure. D'accord. Ouais. Oui. L'agence d'urbanisme de Dunkerque. Oui. Et ils nous ont donc, comment dire, ça peut être long, hein, excusez-moi, mais, ils nous ont impliqués dans cette réflexion de ce que nous voudrions voir dans notre nouveau quartier. Et satisfaction faisante, le temps de l'habitat a passé, le temps de l'habitant passe très vite, et le temps des techniciens et des urbanistes passe très lentement. Les choses n'ont pas bougé jusqu'à ce que je me décide de déménager. Et les habitants du quartier de Grotte sont partis les uns après les autres par cette opération tiroir. Et
avant que je parte, je voyais mes voisins de quartier, l'ESAT, l'établissement de services d'aide par le travail, le foyer d'accueil médicalisé, ne plus être mes voisins. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le terme mitoyen. En fait, je me suis aperçue que le quartier dans lequel je vivais devait aussi appartenir à mes voisins, même s'il y a une déconstruction ou une démolition. Et quand j'ai eu les pieds donc sur le foyer d'accueil médicalisé, c'était déjà une première victoire. Merci à Patrick de nous avoir fait rentrer et d'avoir mis en contact toutes ces personnes entre elles. Et une fois que je suis chez les uns, je peux dire que le projet, il prend vie. Rien que de savoir et d'être partie à la rencontre de mes voisins, c'est déjà une victoire pour moi et un point positif et bénéfique. Ah, super, très bien. Mais merci beaucoup. Votre témoignage est vraiment, je trouve, excellent et nous éclaire beaucoup. Je ne sais pas ce qu'en pense Lucie, mais oui, effectivement, c'est... Et Bruno Premier aussi qui parlait des temporalités de la ville. Oui. On voit aussi que quand on l'aborde sur des sujets trop techniques, les temporalités collent pas du tout avec la façon dont les habitants peuvent se saisir de l'opportunité quand même. Parce qu'au début, il y a quand même l'opportunité de rénover un quartier. Donc c'est quand même malheureux qu'on n'arrive pas à le faire voilà, avec satisfaction. Ouais. Bruno Premier, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste avant de partir, parce que je dois vous quitter, mais une oui, petite note festive. Donc, puisqu'il a été question dans FabLab de l'aspect festif, je pense à une autre expérience ici, puisque je pense que ça a l'intérêt évidemment d'être un groupe de plusieurs pays. Ça peut parler de ce qu'on fait chacun. Donc, je dirais qu'ici à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle la Zinneke-parade. Alors, Zinneke en bruxellois, ça veut dire bâtard. Donc, c'est les chiens qui sont de races différentes. Et donc, ça veut bien dire ce que c'est-à-dire des bâtards, des différents. Et donc, c'est là évidemment l'intérêt du nom. La Zinneke-parade, c'est une sorte de carnaval, donc une sorte de très grand, parce que c'est à grande échelle, de grande procession qui se fait dans la ville tous les 2 ans, qui est préparée pendant 2 ans, et qui est préparée, c'est vraiment constitutif de l'ASBL qui fait ça, c'est que tous les groupes de la population doivent être représentés. Donc c'est l'inclusivité totale. Alors c'est l'inclusivité totale évidemment au niveau du cortège lui-même, mais à l'intérieur de ce cortège, chacun garde vraiment ses caractéristiques, etc. Et donc le vrai travail pédagogique, enfin pas pédagogique, pardon, le vrai travail de socialisation, il se fait pendant les 2 ans où les gens préparent eux-mêmes leurs costumes et tout ça dans des grands ateliers de la ville et où tous ces groupes archi différents se mélangent, quoi. Groupe ethnique, groupe, voilà. Et puis finalement, le résultat est assez intéressant aussi, même je dirais au niveau esthétique, parce qu'il y a une imagination folle, évidemment, dans toutes ces cultures différentes, toutes ces approches différentes. Et donc, c'est assez amusant. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen de socialisation aussi par la fête. Le festival de Dunkerque a aussi sa petite réputation en la matière. Oui, justement, je le dis, oui, je sais. Oui, c'était un des projets de Territoire Europe que de travailler sur le carnaval et qui est un modèle d'autogestion absolument extraordinaire. Ouais. Oui. Bon, je dois vous quitter, c'était très intéressant. Au revoir à tout le monde. Bruno. Oui. Au revoir, merci. Au revoir. Et je vous propose de nous approcher de la conclusion. Si quelqu'un veut encore faire une intervention, c'est avec plaisir. Sinon, on peut... Alors, sur l'urbanisme par rapport aux propos de Claire, je compléterai une chose. En fait, l'ambition du projet Fab Lab est très grande parce qu'on se dit que si on s'approprie comme ça nos connaissances sur
l'environnement, l'espace bâti, etc., les matériaux, et qu'on arrive à développer, par exemple, un labyrinthe, puis des dômes, puis, enfin bref, on a beaucoup de projets sur le site. Ouais. Ça peut aussi gagner toute l'agglomération en suivant cette fameuse trame verte et bleue. Ça, c'est un peu une histoire dunkerquoise aussi. C'est donc une ville industrielle, mais qui depuis 50 ans ou 60 ans s'est constitué un foncier de ruisseaux, et d'espaces verts, et qui aujourd'hui n'est pas praticable. Donc, Ah ouais. si quelque part le projet peut commencer à le rendre praticable à grande échelle. Et c'est un peu l'ambition qu'on a affichée avec Fab Lab, Effet Papillon, sachant que là, on est sur un site des papillons blancs, mais qu'ils en ont 21 sur la communauté urbaine. Ok. Et que ensuite, sur la région des Hauts-de-France, ils en ont je sais pas combien. Enfin, on mesure pas, mais c'est une très grosse organisation. L'organisation des papillons blancs, c'est très important. Voilà. Super. Donc, petit à petit, effectivement, le fait de travailler maintenant plus avec le conseil d'administration nous permet d'avancer doucement, mais on a encore besoin de beaucoup de réunions de mitoyens commanditaires et d'artistes et de soutien aux artistes, parce que je ne l'ai pas C'est- cité, mais on a été financé quand même par la communauté urbaine, je dois le dire, et par la Fondation Carasso. Hein, j'en ai pas parlé, mais c'est une fondation espagnole qui finance les artistes, et en particulier quand ils sont commandités, comme ici, par des collectifs d'habitants et de citoyens. Voilà. D'accord. C'est très intéressant parce qu'on a toujours l'impression que ces communautés de coproduction de quartier, c'est toujours très limité, très limité à un quartier, à quelques personnes, à quelques, parfois on parle même de militants. Bon, alors que toi, tu dis que c'est véritablement une organisation qui peut donner, qui peut être reliée par une cohérence territoriale quelque part. Tout à fait. Qui peut c'est unique, non? Je sais pas s'il y a C'est d'autres. unique, Oui. et alors Ouais. avec Territoire Europe, comme ça vous allez tous avoir envie de nous rejoindre. On veut faire cette cohérence aussi entre les différents pays, c'est-à-dire que Ouais, on ok. partage avec nos collègues de Londres ou de Birmingham ou de Dublin ou d'Helsinki, enfin on est les Espagnols Très bien. aussi. Bravo. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous propose de conclure. Je suis vraiment ravi de cet échange, hein, très riche. Donc merci beaucoup Claire pour votre Merci à témoignage. vous, merci. J'ai noté quand même plusieurs choses. La première, c'est que pour Lucie, les étudiants, s'ils veulent des retours d'expérience et des trucs super à regarder, ils peuvent toujours aller voir notre chaîne YouTube où il y a tous les autres rendez-vous de la SFU. Il y a vraiment des sujets passionnants. Mais également, je pense qu'on aurait plaisir, un de ces quatre, l'un d'entre nous ou en groupe, de venir peut-être dans votre université, discuter avec les étudiants, expliquer un peu tout ce qu'on a en tête aussi sur différents sujets. On peut évidemment aussi les accueillir pour visiter. On a un petit quartier là dans la banlieue sud de Paris qu'on aime bien faire visiter en ces temps-ci. Voilà, je note aussi que Bruno prépare le prochain rendez-vous sur le vocabulaire de l'urbanisme. Merci Bruno. Et, et puis, voilà, donc si personne n'a rien à rajouter, je vous remercie. Donc, dans quelques jours, tout ça sera en ligne sur notre site et je vous tiendrai informé dès que ça sera fait. Voilà, merci beaucoup, très bonne soirée. Un grand merci à Dominique et Lucie et puis à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Et bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.